Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Couder, j'espère que vous portez bien. Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pauline Collin, fondatrice et rédactrice en chef de Mia Europo, le magazine des enfants européens. Baptiste Guidicelli pour son premier single On verra le monde et je vous parlerai d'un magnifique livre à panneaux coulissants, Animaux du monde aux éditions 4 Fleuves. À présent, je reçois dans Que faire des mômes Pauline Collin. Bonjour Pauline Collin. Bonjour Eric. Alors vous êtes fondatrice et rédactrice en chef de Mia Europo, le magazine des enfants européens. Comment est née cette idée de magazine ? Alors j'ai commencé à penser à cette idée pendant mes études en fait. Donc moi j'ai fait un master en études européennes. Donc l'Europe c'était vraiment mon sujet d'études et j'ai aussi durant mes études habité dans plusieurs pays d'Europe. Et en fait ce qui m'avait vraiment marqué c'est de me rendre compte qu'on connaît assez peu finalement nos voisins européens, on connaît assez peu l'Europe parce que quand on en entend parler dans les médias, c'est souvent pour parler d'économie ou de politique et on parle très peu de la vie des habitants, des villes, des régions. Donc j'avais commencé à penser à tout ça et en parallèle de mes études, j'ai aussi beaucoup travaillé avec des enfants. Moi, c'est vraiment un public qui me plaît beaucoup, avec qui j'aime beaucoup être et je m'étais rendu compte qu'il y avait un paradoxe dans la situation des enfants parce que eux, pour le coup, ils sont nés vraiment avec l'Europe. Ils ont connu que l'euro, ils ont connu que les frontières ouvertes, ils ont connu que le passeport européen, c'est vrai. Et pourtant, ils sont très peu informés sur le sujet. Du coup, ça m'était venu en tête l'idée de créer quelque chose pour leur raconter, pour leur faire découvrir l'Europe. Et donc, ça a pris la forme d'un magazine. Alors, il faut rappeler aux jeunes générations que les frontières n'ont pas toujours été ouvertes. Ça, c'est important parce que c'est vrai, comme vous le dites, on l'oublie. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, les générations adultes, on a grandi avec la construction européenne. On a vu l'Union européenne s'élargir d'année en année et puis gagner finalement en ouverture avec les frontières, avec la monnaie, avec le commerce, l'économie. Mais pour les enfants, finalement, c'est quelque chose d'acquis parce qu'ils sont nés après les années 2000. Là, je parle de la génération qui a environ 10 ans aujourd'hui, donc qui est née entre 2005 et 2015. Ouais. Et du coup, c'est vraiment des enfants pour qui l'Europe, ça a toujours été comme ça. Alors, j'ai découvert que vous avez une expérience à la rédaction d'une radio européenne également. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, après mes études, en fait, je me suis orientée vers le journalisme et vers le journalisme européen parce que c'était vraiment mon sujet de prédilection. Donc, j'ai travaillé 1 an en tant que rédactrice dans une radio européenne et c'est vrai que cette expérience a été tout à fait importante pour la suite de mon parcours. Parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des médias, il y avait pas mal d'émissions, il y avait des journalistes qui travaillaient sur l'Europe, qui travaillaient pour parler d'Europe. Et en fait, ça se faisait déjà. La seule différence avec Mia Europo, avec mon magazine, c'est le public. Ouais. Parce que finalement, tous ces journalistes, toutes ces émissions qui parlent d'Europe s'adressent aux adultes. Ouais. Et en plus, souvent à une cible assez précise qui sont des adultes de la génération Erasmus. Donc des gens qui sont déjà informés, entre guillemets, sur l'Europe, qui connaissent l'Europe et qui, du coup, vont s'intéresser à ces programmes. Et c'est vrai que pour les enfants, ça n'existait pas, un média pour leur parler d'Europe. Ouais. Alors, que signifie Mia Europo ? Alors, Mia Europo, c'est de l'espéranto. Donc, l'espéranto, c'est cette langue internationale qui a été complètement construite, inventée, en fait, à partir des autres langues du monde. Et donc, Mia Europo, ça veut dire mon Europe. Pauline Collin, vous pouvez en quelques mots nous présenter, pour nos éditeurs, Mia Europo, le magazine ? Oui, alors Mia Europo, déjà, il a été lancé en septembre 2019, c'est un mensuel. Donc là, on a sorti notre 8e numéro. Et c'est un magazine papier qui fait 28 pages et qui a un format intermédiaire entre A4 et A5. Et le magazine est composé de 2 parties principales. Donc le cœur du magazine, la plus grosse partie, c'est un reportage. Donc dans chaque numéro, on présente une région européenne. Donc là, par exemple, dans notre numéro 8, on présente la Campanie, qui est une région du sud de l'Italie. Ouais. On a déjà présenté l'Andalousie, la Hollande méridionale, la Bohème, le Tyrol. On a déjà fait 8 régions comme ça. Et dans ce reportage, du coup, on va parler de géographie, on va parler d'histoire, on va parler de culture, de gastronomie. On va vraiment, en fait, présenter la vie quotidienne de cette région en étant très concret. Et à la suite du reportage, on a des pages d'actualité parce que finalement, découvrir l'Europe, c'est aussi savoir ce qui s'y passe. Nous, on part de ce principe-là. Ouais. Du coup, on explique à nos lecteurs simplement des actualités européennes.
Donc on a déjà parlé de sujets comme voilà l'année scolaire en Europe, comment ça se passe, mais on a aussi parlé de sujets un peu plus complexes à première vue comme le Brexit. On a fait un sujet aussi sur la crise des réfugiés en Grèce, parce que c'est quelque chose d'important dans l'actualité européenne et finalement c'est pas non plus un tabou d'expliquer que ça se passe, que c'est là. Il faut en parler. Je pense qu'il faut expliquer le contexte et il faut expliquer pourquoi on est dans cette situation-là. Donc on traite un peu de tous les sujets qui font l'actualité européenne. Sur le dernier numéro, donc le numéro de mai, vous parlez de l'Italie. J'ai vu, il y a un article sur Pompéi, c'est bien ça également. Oui, ouais, tout à fait, exactement. Parce qu'en fait, dans notre reportage, on est allé en Campanie, donc c'est la région de Naples, du Vésuve, de Pompéi. Et du coup, quand on fait ce reportage, on présente plusieurs lieux phares en fait de la région. Donc là, en Campanie, on ne pouvait pas ne pas aller à Pompéi et expliquer du coup, parler du Vésuve, qui est finalement sur le continent européen le seul volcan encore en activité. Donc c'était vraiment quelque chose à raconter. Et raconter l'histoire du Vésuve, c'est aussi raconter l'histoire de Pompéi, que peut-être les enfants peuvent découvrir dans leur cours d'histoire, mais là vraiment on essaie de leur expliquer plus en détail l'histoire de cette ville. Ouais. Alors, vous présentez également un sport populaire dans ce pays européen, ainsi qu'une recette régionale typique. Je me suis amusé à la faire, la recette. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on aime bien justement, présenter une région. On pense que c'est aussi parler donc de son sport, parler de ses spécialités culturelles. Donc le sport, par exemple, on a fait un numéro sur les Pays-Bas. Oui. Ça me revient, où on avait présenté un sport qui est le korfbal, qui est en fait un sport collectif très populaire là-bas et dont on n'entend jamais parler en France. Donc nous, ça nous fait rire de mettre en avant. En fait, on trouve c'est important aussi de présenter cette petite coutume locale. Donc on a le sport et on a aussi la recette, parce que l'Europe a aussi une diversité gastronomique assez importante. Donc on trouverait ça dommage de pas du tout en parler. Donc des fois on a des recettes un peu loufoques ou pas forcément, en tout cas originales, mais on en a d'autres qui sont vraiment délicieuses et qui méritent d'être faites et d'être goûtées. C'est un magazine très complet. Moi, je suis adulte, j'ai pas 8 ans, j'ai pas 13 ans, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir votre magazine. En effet, vous n'êtes pas le premier à me le dire que les adultes peuvent complètement découvrir et apprendre des choses dans ce magazine. Parce que c'est vrai aussi que quand on parle des autres pays européens, finalement, ce qu'on va connaître chez nos voisins, ça va être notamment les capitales. Par exemple, aux Pays-Bas, tout le monde va connaître Amsterdam, mais on connaît assez peu les autres régions. Là, sur l'Italie, Rome, ça va nous venir en tête. Mais nous, on essaie d'aller dans des régions qui sont un peu moins touristiques pour justement les mettre un peu en avant. Donc finalement, c'est des choses qui sont pas forcément connues en tout cas ou populaires auprès de tout le monde. Ouais. Et donc oui, ce qu'on essaie de faire quand on présente une région, on a envie que ce soit visuel. Donc parler de sa géographie, raconter que cette région a beaucoup de forêts, cette région est côtière, donc il y a un grand accès à la mer. Ça donne aussi aux lecteurs, qui sont pour la plupart quand même jeunes, ça leur donne une image, ils peuvent visualiser cette région européenne. Ouais. Alors je voudrais qu'on parle de Mia et Pao. Qui sont-ils ? Donc Mia et Pao, merci pour cette question, ce sont les deux mascottes du magazine et en effet on y est très attachés. Donc ils ont été créés avec le magazine où on voulait vraiment que Mia Europos soit personnalisé. Et en fait, la personnalisation d'un magazine, ça passe par une identité et donc avoir des personnages propres au magazine, c'était important. Donc on a créé 2 enfants, Mia, une petite fille, et Pao, un petit garçon, qui sont là en fait pour faire fil conducteur entre les différents magazines. Donc c'est eux qu'on met en scène dans ces régions européennes, c'est eux qui se baladent et qui font découvrir aux lecteurs cette région européenne. Ils sont vraiment, c'est une grande partie du magazine, ces 2 personnages. Alors plus concrètement, Pauline Collin, à travers votre magazine Mia Europos, comment aidez-vous les enfants à comprendre l'Europe et à s'ouvrir sur le monde qui les entoure ? Alors en fait, on pense que pour comprendre l'Europe, la première chose, c'est de savoir à quoi elle ressemble. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire en partant du principe qu'on s'adresse à des enfants qui, certains ont déjà voyagé avec leurs parents, d'autres non, mais qui en tout cas ont une idée très vague de l'Europe. Donc nous, on essaye de leur préciser cette idée et de leur donner vraiment des clés pour se faire une idée concrète, une idée précise de à quoi ça ressemble. Et ensuite, on a évidemment on n'a pas que ces images ou ce reportage, mais on a aussi beaucoup d'explications. Donc on a des petits formats comme le savais-tu, des petits encadrés, des petites anecdotes qui nous permettent d'expliquer. Vous voyez, ce pays par exemple,
il fait partie de l'Union européenne depuis telle année. Enfin là, je reprends l'exemple du Pays-Bas parce que j'ai relu ce numéro il y a pas longtemps. Oui. Mais le Pays-Bas, par exemple, on expliquait aux lecteurs qu'il fait partie de l'ensemble du Benelux avec la Belgique, le Luxembourg, et que ce sont 3 pays qui, au cœur de l'Union européenne, sont très proches entre eux. Donc, vraiment, dans le magazine, on donne toutes ces informations aux lecteurs. Donc, on espère qu'en fait, en lisant Mia Europo, ils se font quand même une idée concrète de ce à quoi ressemble l'Europe. Et ensuite, s'ouvrir sur le monde qui les entoure, ça va plus passer par nos pages d'actualité, parce qu'on a donc des pages d'actualité européenne. On parle aussi des fois d'actualité internationale. On a des sujets qui nous tiennent à cœur, comme l'écologie, et qui reviennent assez souvent. Ou là, par exemple, dans notre dernier numéro, on a fait un article sur quels ont été les impacts du confinement sur la faune et la flore. Oui. Donc on traite vraiment ces sujets, donc évidemment à hauteur d'enfants, mais pour leur permettre d'avoir une information accessible à eux et qui leur permette d'entendre parler de ce qui se passe au-delà des frontières, de leurs petites frontières locales ou nationales. C'est que les actualités européennes et internationales sont présentées, expliquées de façon pédagogique à hauteur d'enfant, comme vous le disiez. Et c'est ce qui m'a séduit, moi également. Hein. Merci, on fait vraiment attention à ça. En effet, c'est à expliquer, on garde vraiment en tête qu'on s'adresse à des lecteurs très jeunes. Donc, on travaille avec des enseignants, notamment, qui nous relisent et à qui on demande vraiment conseil pour la rédaction des articles, à des enseignants de CM1, CM2, 6e, pour leur demander, mais est-ce que ça, c'est des notions que des enfants, que nos lecteurs, que vos élèves peuvent comprendre. Donc, on a vraiment des articles qui, en effet, sont écrits pour et avec beaucoup d'attention pour que ces enfants puissent, ces lecteurs d'environ 10 ans puissent les comprendre. Ouais. Pauline Collin, alors j'ai découvert en lisant votre bio que vous êtes férue d'information et passionnée d'Europe. Pourquoi cette passion pour l'Europe ? Je pense que, en fait, moi je viens déjà, pour vous raconter du coup un peu mon parcours, je viens de Moselle. Ouais. Et c'est vrai que du coup c'est une région qui est proche à la fois du Luxembourg, de la Belgique, de l'Allemagne. Donc je pense que l'Europe finalement a toujours été présente dans mon quotidien. Quand on habite comme ça d'un territoire frontalier, on connaît tous des personnes qui travaillent dans un autre pays. On passe régulièrement les frontières le week-end pour aller se balader. Et finalement, j'ai pris conscience en grandissant que tout ça, c'était possible par l'Europe. Après, j'ai eu aussi une expérience Erasmus qui m'a beaucoup marquée. Et c'est même suite à cette expérience Erasmus, en fait, que je me suis réorientée pour vraiment étudier l'Europe. Et ensuite, je pense que ce qui m'a beaucoup influencé aussi, c'est toutes les rencontres européennes que j'ai pu faire au cours de mes études et qui m'ont permis de prendre conscience qu'en fait, l'Europe, c'est vraiment quelque chose du partage au quotidien. Ouais. Vous avez pu visiter justement une partie de l'Europe, vous avez voyagé. J'ai beaucoup voyagé et justement avec des enfants et des adolescents, notamment quand j'étais animatrice dans des colonies de vacances. Ouais. Où je suis partie pendant plusieurs étés avec des groupes à la découverte de la Scandinavie, de la Grèce, de l'Italie, des îles Canaries, qui sont des îles du coup espagnoles. Et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup de découvrir ça et de permettre à des jeunes de découvrir tout ça. Puis ensuite, les voyages, je les ai fait aussi de manière personnelle en vacances. Et là, je les continue pour mon magazine. Pour faire tous ces reportages, je me déplace. Oui. Parce qu'évidemment, un reportage n'a pas la même saveur si on n'est pas allé sur place, si on ne peut pas raconter ce qu'on a vu. Oui. Donc, oui, j'ai déjà pas mal voyagé en Europe et j'ai surtout envie que ça continue parce que je n'ai pas encore tout vu. Quel est le pays d'Europe que vous avez préféré ? Je dirais que c'est la Grèce pour la beauté de ses îles et la gentillesse de ses habitants. Enfin, toutes les populations méditerranéennes sont connues pour être très accueillantes, très souriantes. Mais je trouve qu'en Grèce, c'est très marquant, d'autant plus que c'est un pays qui est peut-être victime de certains clichés, qui a connu une crise il n'y a pas si longtemps. Quand on parle de la Grèce actuellement dans les médias, c'est beaucoup pour parler de la crise des réfugiés, de tous ces problèmes-là, alors qu'en fait c'est un pays d'une richesse archéologique, d'une beauté incroyable, et c'est aussi ça qui fascine sur ce pays. Ouais. Alors pour nos auditeurs qui souhaiteraient se procurer le mensuel, comment doivent-ils procéder ? C'est par abonnement, il me semble, sur le site internet, c'est ça ? Exactement. Donc quand on a lancé Mia Europo, c'est une question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on voulait être présent dans des kiosques ou le lancer uniquement par abonnement ? Et on a commencé par la deuxième option. Donc Mia Europo se vend uniquement par abonnement, ce qui nous permet finalement de mesurer la production. On imprime très peu de stock en plus, donc le magazine est vendu par abonnement et distribué chaque première semaine du mois directement dans les boîtes aux lettres de nos abonnés.
Très bien. Pauline Collin, alors tous les mois, Mia Repos emmène ses jeunes lecteurs à la découverte d'un pays européen à travers un reportage complet et décrypte l'actualité avec ses pages infos. Nous sommes à quelques jours des grandes vacances. Pouvez-vous nous donner un avant-goût du contenu des magazines de cet été ? Bien sûr. Donc, le numéro de cet été emmènera les lecteurs à Chypre. Ah oui. Donc, Chypre, c'est cette île de la Méditerranée qui se trouve assez proche de la Turquie, au sud des îles grecques, proche de la Turquie, et qui est en fait un pays membre de l'Union européenne. Donc, c'est là qu'on ira cet été faire un reportage en 4 étapes, dans 4 lieux de cette très jolie île. Très bien. Voilà. Ça fait un avant-goût des vacances comme ça me fait voyager, c'est bien et ça va faire voyager nos auditeurs. C'est le but. Quelques mots sur votre équipe, de qui se compose-t-elle ? Alors, on est 4 à travailler sur la production de Mia Europos, du magazine vraiment chaque mois. On est 2 journalistes rédacteurs, Léo et moi. On a une graphiste maquettiste, Juliette, qui du coup met en page et agence le magazine chaque mois. Et on a une illustratrice, Karen, qui est donc la maman de Mia et Pao, les 2 personnages qu'on retrouve dans tous les magazines. Combien de temps ça demande de préparer un magazine ? Parce que pour donner une idée à nos auditeurs, c'est vrai qu'on n'imagine pas, c'est un travail de fou, parce qu'il faut faire les photos, il faut écrire, il faut mettre en page, il y a tout ça, il faut trouver les sujets. Bien sûr, oui. Là, disons qu'un mois, on est occupé à 100%. Enfin, donc, je suis la seule, à travailler à 100% sur le magazine. Les autres ont tous des activités à côté. Mais un mois, on n'a pas le temps de se reposer sur nos lauriers. Il faut déjà penser au numéro suivant. Donc, on a un emploi du temps qui est très, très carré. Et c'est vrai que le numéro est bouclé en général le 25 du mois pour être envoyé aux abonnés vers le 30 et arriver dans leur boîte aux lettres entre le 1er et le 2. Et au moment où le numéro arrive entre les mains des lecteurs, on est déjà en train de travailler sur le suivant. Sachant qu'il faut aussi caler dans cet emploi du temps tous nos reportages. Donc, on se déplace, Léo ou moi, tous les 2 ou 3 mois pour faire 1 ou 2 reportages d'affilée. Donc oui, on a un emploi du temps bien chargé. Bon, après, ça nous plaît énormément, évidemment. Mais je dirais que pour faire un magazine de 28 pages, une équipe de 4 personnes, les 4 semaines qu'on dispose entre les magazines ne sont pas de trop. Alors, pouvez-vous nous parler de l'idée que vous avez eue pour ne pas perdre son temps pendant le confinement ? Alors, pendant le confinement, on a mis en place un blog, en fait, sur le site internet du magazine. Parce qu'au mois d'avril, donc, on n'a pas pu sortir notre numéro, qui était le numéro sur l'Italie, qui, du coup, est sorti en mai. On n'a pas pu le sortir comme prévu parce que notre imprimeur était fermé, que la poste était ralentie. Donc, on a préféré retarder sa sortie de quelques semaines. Et du coup, pour garder quand même le lien avec nos lecteurs, on a mis en place un blog sur lequel on postait à hauteur de 2 ou 3 articles par semaine, soit des articles des anciens numéros de Mia Europos qui permettaient du coup de redécouvrir une page de recettes, une page de sport, une page de reportage. On a produit aussi des contenus exclusifs du coup pour continuer à leur faire découvrir de nouvelles choses. Et on a mis en place aussi des petits jeux qu'on leur envoyait et qu'on mettait ensuite en place sur le blog pour du coup découvrir l'Europe de façon complètement ludique. Par exemple, des grilles de mots cachés dans lesquelles on cachait des noms de villes européennes dont ils n'avaient jamais entendu parler, comme Gdansk, en Pologne, des villes avec des noms qui pour un francophone sont assez difficiles à prononcer ou même à retrouver dans une grille. Très bien. Alors, quels sont les retours de vos lecteurs ? Donc, on a des retours très positifs. Enfin, c'est depuis que le magazine s'est lancé, on est assez satisfait. On a déjà un bon taux de réabonnement. Donc, ça, c'est quand même un critère qui est très important et qui, du coup, illustre bien ce retour. On a aussi régulièrement de nouveaux abonnés des écoles et des bibliothèques qui ont demandé à découvrir le magazine et qui finissent par s'abonner. Et sinon, on a régulièrement du courrier de nos lecteurs parce qu'on a mis ça en place pour vraiment avoir un contact assez régulier avec eux. Nos lecteurs peuvent nous écrire donc soit par courrier, soit par mail, et certains le font pour soit nous dire « écoutez, j'ai testé cette recette, j'ai bien aimé ». Bon, c'est souvent les parents qui nous écrivent quand c'est un mail, mais des fois avec des photos des enfants pour nous dire regardez, il a utilisé ce magazine pour faire son reportage sur l'Espagne. On a essayé de découvrir ce sport. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de voir que le contenu que les lecteurs découvrent dans le magazine leur donne des idées. Et en fait, qu'ils le lisent vraiment et qu'ils le mettent en pratique ensuite quand c'est des choses un peu manuelles. Alors, Pauline Collin, avant de nous quitter, entre guillemets, au téléphone en tout cas, qu'avez-vous envie de rajouter justement pour donner l'envie à nos éditeurs de découvrir votre magazine Mia Europos ?
ce sujet, l'Europe, voilà, c'est ce que je vous expliquais, qui m'a profondément intéressée, marquée. Et en fait, j'ai envie de transmettre cet intérêt. Et puis, je voudrais dire aussi qu'en fait, je trouvais qu'il y avait quelque chose de dommage dans la façon dont on perçoit l'Europe. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus quand même, donc ça concerne pas les enfants, mais au niveau politique, de partis eurosceptiques qui prennent le devant de la scène. Et en fait, moi, ce que j'avais vraiment envie de montrer, c'est que on peut pas juger sans réellement connaître. Et donc, je pense que c'est important de prendre le temps de connaître, de découvrir. Et pour ça, il y a pas forcément d'âge limite, en fait, que ça commence dès le plus jeune âge, d'avoir cette curiosité, de s'ouvrir sur autre chose que le local et le national, et en fait d'aller voir un peu plus loin que nos frontières nationales. Très bien, je vous remercie Pauline Collin, merci beaucoup. Merci beaucoup Eric Couder et merci à vous. Mia Europo, le magazine des enfants européens. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site miaeuropo.e. Dans quelques minutes, on parlera musique avec Baptiste Guidicelli, mais pour l'instant, voici ma sélection livres. Que faire des mômes? Les éditions 4 Fleuves vous proposent une magnifique collection documentaire pour les enfants à partir de 5 ans. Des textes originaux de Camille de la Bédoyère et des textes français de Claire Alouche, illustrés avec humour par Brendan Kearney. Animaux du monde, c'est le titre de ce magnifique livre. Embarquez en famille pour un voyage aux 4 coins de la planète. Notre Terre offre de nombreux habitats riches et protecteurs à des milliers d'espèces animales. De la forêt amazonienne à la banquise de l'Arctique, vous pourrez découvrir les animaux du monde dans leur milieu naturel grâce à ce livre ludique au format panoramique. Oui, vous avez bien compris, ce livre est absolument génial pour les enfants car il suffit de tirer les panneaux coulissants pour découvrir les paysages panoramiques où vivent des dizaines d'espèces animales. Vos mômes pourront ainsi explorer les habitats naturels de la planète, de la savane africaine à la grande barrière de corail, trouver des animaux cachés dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau et apprendre les secrets de la faune du termite à la gigantesque baleine à bosse. Des illustrations joyeuses, un texte accessible aux plus jeunes et des petits jeux pour stimuler l'observation. Animaux du monde aux éditions 4 Fleuves, un livre à vous procurer sans plus attendre. Je reçois à présent dans Que faire des mômes Baptiste Guidicelli. Bonjour Baptiste Guidicelli. Bonjour. Alors le 15 mai dernier, vous avez dévoilé votre premier single, On verra le monde, coécrit avec Jérôme Sebag, auteur notamment de Amel Bent, Martin Solveig. Alors Baptiste Guidicelli, parlez-nous de ce titre. Que raconte cette chanson ? Alors en fait, c'est une chanson qui parle de la tolérance et qui parle de l'état du monde. À un moment donné, en voyant tout ce qui se passe dans le monde, notamment les femmes battues, les gens qui sont devenus trop communautaires et où chacun se critique, et chacun n'aime plus l'autre parce qu'il est comme ci et l'autre parce qu'il est comme ça. Et je me suis dit, je peux pas être spectateur de ça, il faut que je le mette en chanson, il faut que j'exprime ce que je pense là-dessus. Et il faut que je te livre un message sur l'état du monde et surtout comment moi je le vois et je le ressens et comment j'aimerais qu'il soit plutôt. Alors nous vivons une période difficile en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette chanson est une chanson de circonstance ? Je suis d'accord, mais surtout ce qui est fou, c'est qu'elle a été écrite elle a été écrite avant Oui. le confinement. Mais c'est vrai que quand il y a eu le confinement, le Covid-19, etc., on s'est rendu compte et on s'est dit, mais on a l'impression qu'elle a été écrite là pour cette situation, alors que pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a décidé de la sortir à ce moment-là, parce qu'on s'est dit c'est incroyable. Ouais. Alors vous dites dans cette chanson, on verra le monde, le vrai. Baptiste Guidicelli, pour vous, à quoi ressemble le vrai monde ? Pour moi, le vrai monde, ça ressemble à... C'est mon avis, mais pour moi, il y a pas de frontières. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Pour moi, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, il y a juste des êtres humains sur une planète. Et malheureusement, Malheureusement, il y en a certains qui profitent de la faiblesse de l'autre. Il y en a d'autres qui n'aiment pas telle personne parce qu'elle est telle couleur ou telle religion. Il y en a d'autres qui vont profiter d'avoir une femme un peu faible, un peu vulnérable pour lui lever la main dessus. Et tout ça, mais c'est plus possible, quoi. On passe nos journées, nos vies sur nos téléphones, sur nos écrans, et on est spectateur de tout ça, et puis on voit, et puis ou alors on met un petit like, ou alors on met un petit commentaire, et puis ça s'arrête là. Et malheureusement, voilà, Ouais. c'est ça. Alors la chanson On verra le monde est le premier extrait d'un EP à paraître courant 2020. Pouvez-vous donner un avant-goût de l'ambiance musicale et des thèmes que vous traiterez dans cet EP ? Alors, il y a plusieurs choses. Ambiance musicale, il y a une chanson
qui parle de là où j'ai grandi. Enfin, il y en a même deux, mais sur deux thèmes différents. Ouais, Moi, je suis originaire du sud de la France, ouais, à la base de Fréjus-Saint-Raphaël. ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Viens chez moi et où je décris l'endroit où j'ai grandi et l'humeur des gens et comment on vit dans le sud parce que c'est pour moi c'est une planète un peu à part le sud en France. Ouais. Après il y a une autre chanson qui raconte l'insouciance de l'enfance, c'est-à-dire tous ces moments qu'on passe, tous ces bons moments sans vraiment se soucier de l'avenir, de ce qui se passe en ce moment, etc. Et je trouve que c'est l'un des plus beaux moments en fait de la vie parce qu'on n'a pas de soucis. Ouais. Enfin, pas pour tout le monde. Je sais que forcément il y a des enfants qui doivent vivre des choses dures, mais en règle générale, quand on est enfant, voilà, on va à l'école, on fait un peu notre vie d'enfant et puis on n'a pas de soucis et je trouve ça magique quoi. Alors, on va parler un peu de votre enfance également. Quel petit garçon vous étiez? J'étais j'étais un peu le terrible de la classe, pas le terrible dans le sens insolent qui manque de respect aux profs, pas du tout. Mais j'étais celui qui tient pas en place, qui va prendre ses crayons pour jouer de la batterie avec sur la table, qui va chantonner, qui va faire une blague, qui va faire rire la classe. Et tous les profs, c'est marrant, il y a beaucoup de profs qui me disaient mais vous avez une âme artistique. Vous avez débuté la musique à 8 ans. Comment vous est venu cet intérêt pour la guitare? Donc, vous avez appris à jouer en autodidacte, hein? Au début, ouais, tout Ouais. à fait. Mes parents travaillaient dans un restaurant. Ouais. Et il y avait des orchestres, des groupes qui venaient jouer quasiment tous les soirs, surtout l'été. Et je sais pas pourquoi, quand j'étais au restaurant avec eux, j'étais toujours attiré par ce groupe de musique. Et j'adorais les regarder répéter, les regarder jouer, les regarder chanter, etc. Je voulais toujours essayer la batterie, essayer la guitare, essayer le piano. Et jusqu'au jour où mes parents ont compris ça et ils m'ont offert une guitare. Et voilà, ça a commencé comme ça. Alors, je souhaitais préciser qu'à 20 ans, vous choisissez la musique plutôt que de poursuivre vos études supérieures. À quelle étude étiez-vous prédestiné? C'est vrai que j'étais pas vraiment prédestiné pour une sorte d'étude bien spéciale. Quand j'ai fini le bac, j'ai fait 3 écoles différentes en un an, 2 écoles de commerce, une école de communication. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était possible pour moi et que je voulais faire que de la musique, quoi. Est-ce que c'est vrai que c'est au cours d'un showcase parisien, parce qu'après vous êtes monté à Paris, hein, vous avez fait, C'est ça. voilà, vous avez également suivi une formation au cours Simon et Blanche Salan, vous avez appris la technique de piano et le coaching vocal, hein. Ouais. Donc au cours d'un showcase parisien, le label Capitol Universal France vous repère. Racontez-moi ce moment. Alors, je vais être sincère. Pour ma part, on pense que ça y est, c'est le moment. On pense que on se dit, ah ben voilà, ça y est, c'est là, c'est bon, je vais y arriver. Alors qu'en fait, un artiste, ça se construit autrement, je pense. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a forcément un gros label ou une grosse major qui va signer un artiste que ça va marcher, c'est pas vrai. Un artiste, je pense qu'au bout d'un moment, pour qu'il y ait le plus de chance de son côté pour que ça marche, c'est voilà, quoi, il faut la sincérité, un univers, il faut quelque chose d'un peu à part, il faut, je pense, à un moment donné, pas mal d'introspection pour savoir vraiment ce qu'on veut et quel univers on veut défendre. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, quand j'ai signé ce contrat, j'étais hyper content parce que j'étais jeune et que ça faisait à peine 6 mois que j'étais à Paris et je signe déjà un contrat. Je me dis, bon, mais c'est incroyable. Mais je pense sincèrement que j'étais pas prêt. Artistiquement, j'étais pas prêt. J'écrivais pas mes textes. J'avais pas grand-chose à raconter. C'est-à-dire que parce que j'étais pas dans cette démarche-là d'être vraiment dans la sincérité dans les chansons. Et parce que c'est d'autres qui écrivaient pour moi et d'autres qui composaient pour moi. Et je pense que c'est ce qui a fait en grande partie, si je peux dire ce mot, même si c'est voilà, mais c'est ce qui a fait un petit peu l'échec de ce projet-là à l'époque. Ouais. Parce que tout simplement, j'étais pas prêt. Moi, je crois en la phrase qui dit tout arrive au moment donné où ça doit arriver. Chaque chose en son temps, quoi. Et aujourd'hui, vous vous sentez prêt? Ça y est? Ouais, complètement. Qu'est-ce qui a changé alors? Ouais, c'est marrant, mais je pense que vous connaissez la phrase qui dit après l'orage vient le beau temps. Oui. Et je pense qu'en fait, quand il y a des moments qui sont compliqués, c'est-à-dire que quand mon contrat s'est terminé chez Universal, je me suis retrouvé
sans rien, sans contrat, sans proposition, sans projet, sans plus rien. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on se forge et c'est à ce moment-là qu'on trouve des vraies ressources. C'est dans une introspection personnelle en se disant ok, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et je pense qu'en se faisant son auto-jugement, je pense que c'est là qu'on trouve les ressources et qu'on se dit ok, maintenant tu as envie de faire quoi, j'ai envie de défendre des chansons comme ça, des choses qui me ressemblent, j'ai envie d'écrire. Donc après j'ai mis des choses en place pour pouvoir faire tout ça. Il y a eu du travail, hein. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté de chansons, d'anciennes chansons, de la vraie variété française, etc., etc. Et j'ai commencé à écrire petit à petit. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Ouais. Alors, je voudrais qu'on parle également de la version belge de The Voice en 2018, où vous finissez dans les 16 finalistes. Quels souvenirs en gardez-vous? Et est-ce qu'on peut dire que c'est cette émission qui vous a révélé au grand public? Vraiment, j'en garde un super souvenir parce que déjà, les équipes de The Voice, les producteurs, les coordinateurs, les musiciens, les directeurs musicaux, etc. Mais ils sont vraiment tous sympas et tous vraiment bienveillants. Et c'est vrai que des fois on peut entendre que sur les grosses machines comme The Voice, des choses du genre ouais c'est truqué, c'est pas vrai, c'est machin. Et en tout cas moi ce que j'ai vécu c'est que c'est vraiment des gens bienveillants et qui travaillent tous les jours pour qu'il y ait une émission qui rentre bien à la fin, mais pas que, justement. Et aussi pour que les artistes se sentent bien, se sentent pas mal à l'aise et se sentent bien avec la chanson avec laquelle ils vont chanter. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes devant le public? Qu'est-ce que ressent un artiste quand il chante, quand il joue de la musique devant un public? Alors, devant un public, c'est une chose, et sur The Voice, c'est carrément encore autre chose. Ah oui. Ouais. Parce que sur The Voice, en plus d'avoir un public, il y a la télé, il y a les caméras, des caméras, il y a des jurys qui sont là quand même, mine de rien, pour vous juger. Ouais. À la fin, il faut qu'ils fassent un choix quand même. Ouais. Il y a aussi des gens dans le public, il y a votre famille qui vous regarde, tous vos amis, machin. Donc, il y a une espèce de pression supplémentaire par rapport à, on va dire, à une scène basique, quoi. Ouais. Il y a une pression supplémentaire, mais c'est ça qui est bien, c'est que quand on fait The Voice, on travaille tellement sur le track parce qu'il est tellement décuplé que je me souviens, Slimane, il m'a dit une chose, il m'a dit, tu verras, quand tu auras fait The Voice, après, il n'y aura plus aucune scène qui va te stresser, tu auras le track. Il dit parce que The Voice, c'est le maximum. Baptiste Guidicelli, avez-vous un message à passer à vos fans? Alors déjà, je voulais leur dire un grand merci parce que c'est grâce à eux que ce projet est en train de prendre forme. Quand il y avait des moments où j'avais des doutes, c'est vraiment eux qui me donnaient de la force pour croire à ce projet sur lequel j'ai travaillé pendant des mois, et pour ça, je veux leur dire vraiment un grand merci. Très bien. Baptiste Guidicelli, je vous propose qu'on en écoute votre single On verra le monde. Merci Baptiste Guidicelli. Avec plaisir, merci beaucoup. Sous les yeux d'un monde fragile et sans espoir, des femmes sortent de l'ombre et entrent dans l'histoire. Et le temps qui passe, de l'amour à la haine, où tout se remplace, sauf pour les cœurs qui saignent. Si tu cours, si tu vis, si tu aimes, c'est pour exister. Et si un jour, une nuit, on se lève pour tout changer, on verra le monde, le vrai, celui qui danse et nous élève. Je veux plus de ce monde insensé qui se perd et qui crève. On verra le monde briller, nous réapprendre à vivre ensemble. Je rêve d'un monde assumé qui renaît de ses cendres. J'ai vu la misère côtoyer la joie de vivre. J'ai vu des millionnaires attirés par le vide. Non, 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 non. Si tu cours, si tu vis, si tu aimes, c'est pour exister. Et si un jour, une nuit, on se lève pour tout changer, on verra le monde, le vrai, celui qui danse et nous élève. Je veux plus de ce monde insensé.
Baptiste Guidicelli enverra le monde son premier single à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter. Rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmômes.fr. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye.